Bienvenue sur Horat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. L'épisode de ce soir sera consacré aux droits humains, mais surtout aux droits des femmes et de la famille. Dans le débat nécessaire pour réformer le code de la famille, il faudra être inclusif, en donnant la parole à toutes et à tous, sans oublier les Marocains du monde, afin de renforcer leur contribution au développement économique, social et humain du pays. Quels sont ces articles qui doivent être révisés ? Quelles sont les améliorations qu'il faudra faire ? Quelles sont les avancées nécessaires pour permettre aux Marocaines du XXIe siècle, d'ici et d'ailleurs, de jouer pleinement leur rôle dans le processus du développement de notre pays ? Je reçois pour en parler Driss Liazani, président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et président de la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l'homme. Driss Liazani, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horat. Merci de l'invitation. C'est un honneur pour le plateau de Horat. C'est un plaisir partagé. Alors, Driss Liazani, vous êtes actuellement président donc, du CCME, le Conseil consultatif des Marocains à l'étranger. Vous avez siégé à l'instance Équité et Réconciliation, donc la commission de vérité marocaine, et à la commission aussi consultative de révision de la Constitution. Vous avez également présidé jusqu'en décembre 2018 le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Dès votre plus jeune âge, vous avez milité pour les droits des travailleurs immigrés. Vous avez milité pour les sans-papiers, contre le racisme. Donc vous êtes un militant de la première heure. Qu'est-ce qui a motivé ce parcours ? Pourquoi cette passion pour les droits de l'homme, pour la liberté ? Écoutez, moi je pense simplement que je fais partie d'une génération qui a bénéficié d'abord de l'école publique. Après l'indépendance, il y a eu un grand mouvement de Marocains vers l'école publique. Nous avons eu aussi une grande dette à l'égard de nos enseignants marocains et étrangers qui nous ont... Moi, je me rappelle d'un professeur d'histoire-géographie qui, en 67 ou 68, m'a fait lire Solzhenitsyn, donc le grand romancier et opposant au soviétisme et donc au communisme dictatorial. Donc, ce sont un moment, à mon avis, de génération, c'est des enseignants. Puis j'ai eu la chance d'arriver en France après mai 68, et donc dans un climat de porteur de la protestation de la jeunesse, mais de toutes les jeunesses du monde. Tout le monde, les anciens comme moi se rappellent de cette période qui est une période d'effervescence politique et donc d'attachement aux droits de l'homme. Alors vous avez même été expulsé, je crois, en France pour votre militantisme et votre passion, non ? Écoutez, on n'imagine pas aujourd'hui quelle était la situation de ce qu'on appelait à l'époque les travailleurs immigrés. Alors, c'était quoi justement cette... Si vous voulez, des conditions de travail horribles, des conditions de logement aussi. Lorsqu'on rentrait chez des marchands de sommet et qu'on voyait les travailleurs maghrébins, c'était absolument horrible. Les odeurs, la saleté, les conditions de vie, mais aussi le racisme. Moi, j'ai fait mes études à Marseille, et donc une région qui est marquée par le racisme, des ratonnades, des assassinats racistes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est allé jusqu'en 1973, jusqu'à faire une grève générale de tous les Maghrébins de France pour protester contre ce racisme et ces meurtres racistes. Et donc, vous êtes rentré au Maroc après cette histoire, ou vous êtes reparti ? J'ai été expulsé, j'ai fait de la prison au Maroc, puis après on est venu m'arrêter à nouveau. Et je suis reparti en France comme réfugié politique de 1977 à 1993-14, où on a bénéficié sous Feu Hassan II d'une grâce amnistiante, qui était, disons aussi, le moment d'accélération probablement du processus de transition démocratique au Maroc. D'où votre rôle à l'IER ? Écoutez, on a le feu de Mezgri et d'autres amis qui étaient dans ce mouvement des droits de l'homme ici, m'ont appelé à faire partie de l'instance Équité et Réconciliation. J'avais organisé le premier congrès de la Fédération internationale des droits de l'homme après l'arrivée au pouvoir de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et donc, il y a eu toute une dynamique qui m'a amené à faire partie, effectivement, de l'instance Équité et Réconciliation. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes président du CCME. Quel est le rôle de ce conseil ? Qu'amènent les Marocains du monde finalement ? Comment ils contribuent au développement économique, social et humain du Maroc ? Écoutez, ce que c'est le CCME est aujourd'hui une instance constitutionnelle qui fait partie de la série d'instances constitutionnelles qui ont
pour objectif principal de contribuer à la bonne gouvernance, d'être des lieux de consultatifs et qui participent aussi à l'élaboration des politiques publiques tout en faisant pas partie du pouvoir exécutif. Ce sont des instances, disons, qui participent à l'expression de la volonté générale et qui peuvent contribuer, par exemple, lorsqu'on voit les avis du Conseil économique, social et environnemental, qui peuvent participer à la réflexion générale. C'est une tendance mondiale et donc on est inscrit dans une certaine modernité politique. La légitimité politique appartient au Parlement. Ce sont les vrais représentants du peuple légitimes, mais à côté, les instances de démocratie et de bonne gouvernance peuvent participer à l'enrichissement du débat. Donc ce sont des instances de prospective et consultative. Aujourd'hui, le Maroc est devenu un très grand pays d'immigration. Il y a autour de 5 300 000 Marocains à l'étranger. Le chiffre réel est probablement plus élevé. Et donc, sur 37 millions, c'est une population importante. Alors, il y a quelques traits qui marquent cette population aujourd'hui et qui expliquent sa contribution au développement du pays. Un, elle est de plus en plus internationale. Alors justement, c'est plus la France, la Belgique, ça c'est... Non, c'est aujourd'hui... Il y a des communautés un peu partout. Il y a 900 000 Marocains en Espagne et 900 000 en Italie. Donc l'Europe méridionale est devenue des grandes régions d'installation et de résidence. L'immigration marocaine est internationale aujourd'hui, elle est réellement mondialisée. Le deuxième élément essentiel, elle est féminisée. Alors justement, combien de femmes y a-t-il? On est entre 47% à 50%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement c'est la moitié de la population immigrée, mais de plus en plus de Marocaines prennent l'initiative d'émigrer elles-mêmes. D'accord. Elles étaient des rejoignantes. Oui, c'est ça, c'était regroupement familial à l'époque. Oui, mais aujourd'hui, c'est elles qui prennent, enfin de plus en plus, elles prennent l'initiative de partir et d'émigrer. Il y a eu tout de même, je tiens à le souligner, on le sait aujourd'hui grâce à des travaux de chercheurs marocaines, il y a eu des groupes de Marocaines qui sont partis très tôt, dès les années 60, toutes seules. Donc le regroupement familial était le phénomène massif, mais une partie déjà était là. Donc internationalisation, féminisation, mais surtout, développement du niveau socioculturel. Un document de l'OCDE estime que les Marocains Bac plus 6 sont autour de 20%. Donc il y a de plus en plus d'instruction. Et donc, nous parlons beaucoup d'exode des compétences. En fait, les Marocains sont aujourd'hui partie prenante de ce qu'on appelle la circulation internationale des élites professionnelles. Un jeune Marocain diplômé aujourd'hui, lorsqu'il veut intégrer le marché du travail, il regarde le monde. Il ne regarde pas simplement le marché du travail national comme... Mais je pense que c'est partout pareil maintenant, avec la mondialisation, la digitalisation. On peut en plus travailler de n'importe où. Absolument. Donc ces Marocains-là sont de mon point de vue, sont dans cette circulation, dans cette modernité professionnelle d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ils peuvent apporter du savoir-faire, de la recherche, participer à la recherche au Maroc. Ils participent déjà par les transferts. Si vous voulez, les familles, les transferts des immigrés permettent aux familles de vivre, de sortir du seuil de pauvreté. Mais en même temps, ils participent aujourd'hui, me semble-t-il, à l'émergence de nouveaux modes de vie, de pensée. Parce que vous voyez, par exemple, la culture marocaine aujourd'hui, elle est faite de création de Marocains d'ici, mais aussi de la créativité des Marocains du monde. Justement, c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire cette mobilisation, on va dire, cette contribution à travers la culture. Et je sais que le CCME est partie prenante du salon du livre qui se déroule à Rabat en ce moment, dans quelques jours, et que vous contribuez justement avec un coffret que je trouve très réussi, que vous avez fait en partenariat avec Leila Chaouni, donc des éditions Le Fennec, avec... sept autrices. Alors c'est des autrices qui habitent, qui sont toutes à l'extérieur. Donc Leila Slimani, oui, Zineb Mekouar, Samira Layachi, Rania Brada, Leila Ben Hussein, Hajar Azel, Mrim Alaoui. Absolument. Donc comment s'est fait ce choix? Alors je montre un peu ce coffret, comme ça on peut le regarder. D'ailleurs, comment on peut l'acquérir? Écoutez, il ne sera pas mis en vente, mais bon, en faisant la demande auprès du CCME,
Tant qu'il y a un stock, on le distribuera gracieusement. Si vous voulez, cette idée de faire ce coffret a émergé dans des discussions entre Leïla Chaouni, fondatrice et directrice des éditions Le Fennec, et moi-même. Et l'idée, c'était de montrer la persistance de cette littérature marocaine d'expression française. On pensait avant que cette littérature allait s'éteindre avec les années passant. Bon, je veux dire, il y avait les pionniers, Hamad Sfrioui, Dri Shraibi, Tahar Benjelloun, Labi. Et aujourd'hui, on voit cette littérature persister. À mon avis, ça témoigne de deux choses. D'une part, de l'importance de la communauté étudiante marocaine dans le monde, et notamment en France, mais aussi ce sont pour partie des enfants et des filles de l'immigration, de la deuxième, troisième génération. Et donc, aujourd'hui, la littérature marocaine s'écrit en arabe, un peu en amazigh, en français, en italien, en espagnol, en catalan, en anglais, en allemand, et que donc notre imaginaire s'enrichit de tous ces apports. Et là, par exemple, au Salon du Livre, on va faire des tables rondes d'écriture féminine avec des romancières des Pays-Bas, de Flandre. Elles vont toutes être présentes au salon ? Déjà, les francophones vont être au salon, mais d'autres autrices flamandes, espagnoles, québécoises vont être présentes au salon. Et donc, en fait, l'identité marocaine aujourd'hui, disons, se conjugue de plus en plus au pluriel. Donc elle est devenue multiple, en fait, cette identité, et le Maroc aussi s'enrichit de cette culture. Mais écoutez, le Maroc a une grande tradition de gestion du pluralisme. Et en même temps, ce pluralisme marocain, aujourd'hui, s'enrichit, se diversifie. Et je crois que, ce faisant, nous pouvons contribuer à envoyer un message à toute la planète. La question de la diversité, de comment on peut gérer de manière pacifique et démocratique le pluralisme culturel dans les sociétés, est une question universelle aujourd'hui. Dans certains cas, les gens s'entretuent à cause de cela. Nous avons un passé, à mon avis, de capacité de gestion, d'unité de l'État et de diversité culturelle. C'est ça un peu le Maroc. Oui. On pourrait dire de manière un peu schématique, une continuité étatique et en même temps une diversité culturelle, linguistique, ce que d'autres pays n'ont pas su préserver. Et aujourd'hui, cette diversité, à mon avis, s'enrichit par l'apport des différentes communautés marocaines qui chacune apporte à cette identité un affluent. On parlait des divers affluents d'identité marocaine comme on parle le préambule de la Constitution, et je crois que cette diversité s'amplifie aujourd'hui. Alors, est-ce que les Marocains et les Marocaines du monde connaissent bien aujourd'hui le Maroc avec justement ses particularités ? Et je pense, vous avez fait référence, donc bien sûr, à l'aspect culturel, mais l'aspect juridique. Alors aujourd'hui, nous sommes en plein débat. Le code de la famille va changer. C'est pas moi qui le dis, c'est Sa Majesté qui a donné ses autres orientations lors de son discours du trône, donc du 30 juillet dernier. Et comment peut-on faire justement pour les amener à participer à ce débat qui les concerne aussi, non ? Justement pour encourager la participation des Marocains, et surtout des Marocains du monde à ce débat national essentiel, que toute la programmation du Conseil du CCME au Salon du Livre a été conçue autour d'un titre générique, autour de Fatima Mernissi, marocaine d'ici d'ailleurs. Et l'idée, c'est à toutes les initiatives, y compris sur le plan juridique, d'encourager les échanges entre Marocaines du monde et Marocaines d'ici. Il y a par exemple un débat sur où en est la recherche académique sur les femmes marocaines, de là-bas et d'ici, un débat où on sent les droits des Marocaines d'ici et là-bas, la projection de certains documentaires au cinéma Renaissance autour de ces questions. L'idée, c'est de permettre l'inclusion des Marocaines du monde à ce débat, à cette occasion. Mais au-delà, il faut absolument que le débat s'installe dans les pays de résidence. Mais justement, comment alors ? Écoutez, il y a un des groupes de travail qu'on avait instauré dès le départ au CCME, était un groupe de travail sur égalité, femmes et nouvelles générations. C'est-à-dire que les nouvelles générations de l'immigration
sont le phénomène essentiel, le phénomène qui émerge de manière forte, et la féminisation. Et donc, on peut organiser sans grande difficulté des débats dans les pays de résidence autour d'un certain nombre de figures, de militantes, de dirigeantes et de leaders, d'une certaine manière. Dans tous ces pays, je dis souvent que le CCME est un réseau de réseaux. C'est-à-dire, au-delà du CCME lui-même, on a pu, disons, bâtir, élaborer durant des années des réseaux de compétences, des réseaux de femmes, des réseaux de dirigeantes politiques très, très, très riches. Mais alors, justement, comment peuvent-elles contribuer à ce débat, donc qui va avoir lieu, sachant que, alors je ne me prononce pas, mais je vous dis, dans notre imaginaire collectif, les MRE, en général, restent extrêmement attachés à la culture traditionnelle du pays. Et parfois, on a l'impression qu'eux-mêmes ne sont pas au courant des progrès que connaît le Maroc en termes de droits, en termes d'égalité. Donc il y a encore cet attachement ou pas? Chez les premières générations, d'évidence, il y a un attachement, et même d'une certaine manière, un attachement à une culture qui n'existe plus, qui a changé. Vous savez, un grand sociologue que j'ai connu, qui était un ami en France, et qui est décédé, Abdelmalek Sayad, qui est un très grand sociologue de l'immigration, disait une phrase: on n'immigre pas impunément. Lorsque vous immigrez, vous changez, et pendant votre absence, le pays change. Donc, dans toutes les populations, dans toutes les communautés, les premières générations de migrants sont attachées à un pays qui, d'une certaine manière, n'existe plus, à des traditions qui n'existent plus. C'est des fantasmes, en fait. Oui, c'est un peu... ils sont restés fixés sur la période de leur départ, avec leurs souvenirs, leur nostalgie, qui nourrit ces souvenirs qui n'existent plus, mais qui sont nourris, qui sont entretenus, qui peuvent être entretenus, y compris dans le décor d'une maison qu'on va décorer d'une certaine manière, parce que c'est le souvenir qu'on a. Si vous permettez une petite anecdote personnelle, moi, lorsque j'étais resté une fois absent plusieurs années, lorsque je suis revenu, je trouvais que les voitures marchaient lentement dans les rues de Fès, alors que rouler... Pourquoi Mais c'était simplement parce qu'une image c'est-à-dire que j'étais resté figé à... Bref, donc, les premières générations sont attachées à des souvenirs, à une culture qui n'existe plus, et les nouvelles générations ne connaissent ni l'ancienne ni la nouvelle. Mais ils vont parfois vers des excès aussi. Bien évidemment, c'est tout à fait... Alors, l'idée, et on l'a affirmé publiquement, et on a essayé de faire beaucoup de choses là-dessus, c'est de dire il faut qu'on agisse sur les représentations des Marocains d'ici, sur leur population expatriée, et inversement, il faut qu'on montre aux Marocains de l'extérieur les changements et les dynamiques en cours. Et que pense Driss Yazami lui-même sur ce code de la famille, et quelles sont les inégalités subies par les femmes marocaines encore aujourd'hui qui vous choquent le plus, qui vous dérangent, et qui devraient figurer dans les changements que va porter ce nouveau code? Écoutez, il y a déjà, à mon avis, un certain retard dans la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles. L'article 19 est, à mon avis, un des principaux acquis de la réforme de 2011, en instaurant l'égalité comme objectif et la parité comme moyen pour parvenir à cette égalité, en instaurant une haute autorité pour la lutte contre toutes les formes de discrimination, pour la parité et la lutte contre... C'est la fameuse APALD. APALD, absolument. Mais il n'y a toujours personne à la tête de l'APALD. Non, elle n'a pas été constituée. Je pense que il y a urgence à la faire exister. De toutes les instances qu'on a mises dans la Constitution de 2011, c'est la première qu'on a intitulée autorité, c'est-à-dire pour lui donner un pouvoir quasiment judiciaire d'investigation, dans notre rêve d'investigation et peut-être même de sanction des discriminations à l'égard des femmes. Écoutez, pour moi, le signal le plus grave, c'est bien évidemment qu'il faut réformer des dispositions du Code de la famille, et vous connaissez mieux que moi, si vous voulez, les dispositions qu'il faut réformer. Mais il y a pour moi un signal d'alerte grave qui est le taux d'activité des femmes. Nous étions arrivés à 30%, et nous sommes aujourd'hui à
autour de 20%. Même pas, je crois, 18, 19. C'est gravissime parce que, si vous voulez, quelles étaient les trois dynamiques, les trois révolutions que les femmes marocaines menaient d'une certaine manière très discrètement. La scolarisation. Tout à fait. Avec des taux de réussite notables, évidents, qui est une tendance mondiale. 2, l'entrée dans le marché du travail. Et 3, la chute de la fécondité. Et donc, c'est un processus de libération des grossesses multiples. Et donc, ces trois éléments, en fait, faisaient comme expliquent plusieurs chercheurs, faisaient rentrer le patriarcat en crise, dans une crise lente, mais profonde et irréversible. Et en fait, une des trois dynamiques semble être stoppée là, celle de l'emploi. Et c'est pour ça que je trouve que non seulement on doit, bien évidemment, avancer sur la réforme du Code de la famille. De mon point de vue, j'ai eu l'occasion dès 2015 de défendre, par exemple, l'égalité en héritage, clairement, dans un rapport. Justement, est-ce que ce sont des questions qui vont faire l'objet d'un débat écoutez, dans cette réforme ou en tout cas, il faut en parler? Il faut absolument en parler. Il faut parler d'un certain nombre de dispositions sur les libertés individuelles, parce qu'elles reflètent la société en train d'avancer, clairement. Et donc, il faut absolument que la réforme reflète ces débats, ces aspirations, à mon avis, profondes, même si parfois elles ont des difficultés à s'exprimer, elles sont là, profondes, parce que la société a changé, parce que il y a l'individu qui émerge dans la société marocaine. Et la famille s'est nucléarisée aussi. Absolument, exactement. Et donc, il y a des mutations sociales qui demandent des réformes. Mais il faut aussi que le débat, me semble-t-il, sur la question de l'emploi soit là, parce que sans émancipation économique, la liberté des femmes est entravée. Donc ce serait aussi l'occasion d'aborder des questions épineuses, comme celle de l'héritage, celle aussi de l'avortement, celle des libertés individuelles. Est-ce que ce serait une occasion, ce débat est une occasion pour parler de tout ça, à votre avis, ou c'est pas conforme avec l'évolution de la société actuelle? Écoutez, moi je pense que la société est en train de connaître un phénomène essentiel dans notre histoire, qui est l'émergence de l'individu. Et que donc les débats qui effleurent sont des débats essentiels, ce sont des aspirations profondes, même lorsqu'elles s'expriment mal ou parfois un peu de manière désordonnée, ce sont les aspirations fondamentales de la société, et que ce n'est absolument pas en contradiction avec les valeurs centrales que la Constitution marocaine a défendues. Je rappelle que la Constitution marocaine a fait du droit international des droits de l'homme la référence, avec bien évidemment la religion musulmane et les constances du royaume. Absolument. Et que donc le droit international est là, et que donc, comme on dit souvent, le droit international n'est pas un supermarché où on peut acquérir des pièces et rejeter d'autres. Nous avons adhéré et nous sommes rentrés dans cette dynamique des droits de l'homme au niveau international de notre pleine volonté. Cela n'a pas été imposé par une puissance extérieure. C'est nous. C'est une adhésion, en fait. C'est une adhésion volontaire, réfléchie et dynamique de l'État marocain et de la société marocaine. C'est ça la tendance fondamentale de notre histoire des 50 dernières années. Et que donc ce choix-là est reflété dans la Constitution et reflète la société. C'est pour ça qu'il faut discuter de tous les sujets. Si vous voulez, la démocratie, c'est fondamentalement l'échange pacifique de points de vue différents. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de discuter, de dialoguer. Il y a, je dis souvent que la démocratie, c'est la gestion du dissensus. Ce n'est pas le consensus. Absolument. Oui. Et que donc, c'est ce que l'humanité a trouvé de meilleur pour échanger. Et il est normal, une société qui vit est une société avec des points de vue différents. Donc il ne faut pas dire attention, non, au contraire, discutons. Et en fin de compte, si vous voulez, on a trouvé dans notre histoire, à mon avis, récente, des moyens. La commission qui a travaillé sur la Medouana, l'IER, les commissions qui ont travaillé sur l'enseignement, c'est une manière un peu marocaine, une inventivité marocaine, pour discuter de questions sensibles dans le pluralisme et pour trouver une solution de compromis. Oui, mais là, pour le moment, qui va conduire ce changement? Parce qu'il n'y a pas de commission, pour le moment, qui a été désignée pour se pencher sur ces débats. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une sorte de cristallisation du débat. Mon impression, c'est qu'on va vers une réforme. Sa Majesté a tracé le cap, l'objectif atteindre, une réforme. Maintenant, il s'agit, par le débat, de la société civile, des chercheurs, des intellectuels,
du salon du livre, toutes les occasions sont bonnes pour cristalliser, renforcer ce débat. D'accord. Alors cette émission, Driss, touche à sa fin. Donc je vous pose ma dernière question qui est relative à Hurrat, c'est-à-dire la liberté. Que signifie pour vous la liberté, vous qui en avez été à un moment donné privé? Écoutez, j'ai fait un exercice lorsque j'étais détenu, pas loin d'ailleurs de celui où nous enregistrons cette émission. Et en fait, lorsqu'on commence à compter ce que c'est la liberté, c'est des centaines de choses. Et c'est ça, on n'imagine pas la densité qu'il y a derrière ce mot. Ça va de marcher, à lire, à prendre un café, à rencontrer des gens, à faire la fête. Et donc, c'est pour ça qu'y compris dans notre politique pénale, en direction des criminels, il faut que l'objectif, c'est pas de les priver de liberté, c'est de les préparer à retrouver la liberté. Parce qu'on finit par s'habituer au manque de liberté, vous croyez? Mais bien sûr, les gens se sont habitués au pire. L'histoire de l'humanité l'a montré, malheureusement. Mais en même temps, l'histoire de l'humanité a montré comment la jouissance de la liberté peut être d'une richesse énorme pour soi, mais aussi pour les autres. Parce qu'on offre, finalement, lorsqu'on jouit d'une liberté, d'une grande liberté, on offre, c'est pas simplement vers soi, mais c'est vers les autres. C'est un don aussi. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, Driss, pour votre participation et pour la qualité donc, de vos réponses. Je rappelle que vous êtes actuellement président du Conseil consultatif des Marocains à l'étranger, que vous êtes un militant de longue date pour les droits humains, pour l'égalité, pour la justice et bien sûr pour la liberté. Merci infiniment de votre invitation. Merci encore. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.